À Atlanta, une fillette est tuée à son domicile. Dès que je suis arrivée sur place et que je l'ai vue affalée sur son ordinateur, j'ai su que je ne rentrerais pas tout de suite chez moi. Dans un quartier voisin, un adolescent est abattu dans une rue tranquille. Un gamin de 15 ans est mort. Qu'a-t-il fait pour mériter de mourir comme ça? L'explosion de la violence liée aux armes à feu fait d'Atlanta l'une des villes les plus meurtrières pour les enfants. On a immédiatement le sentiment d'avoir échoué. Le sentiment que la ville n'est pas à la hauteur. J'ai toujours eu envie de crier très fort et d'être la porte-parole de ces enfants, parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau. Que le pays veuille le reconnaître ou pas, chaque fois qu'un gamin est abattu, le message qu'on adresse aux enfants, c'est « vos vies ne comptent pas ». On dit qu'Atlanta est une ville trop occupée pour haïr. À nous de faire en sorte que ça continue. En tant qu'inspectrice à la criminelle, je veux faire le maximum. On est au service des familles. On ne peut pas se permettre d'échouer. Depuis la rue jusqu'au tribunal. Nous travaillons avec les habitants pour les protéger. On a reçu un appel nous signalant que des coups de feu avaient retenti dans un groupe d'immeubles sur Fairburn Road. La victime est une enfant de 9 ans. Et ça change tout. L'homicide d'une fillette, c'est l'une des affaires les plus médiatisées qu'on puisse avoir. Peu importe si vous êtes noir, blanc ou hispanique, une petite fille, c'est une petite fille. On aimerait penser qu'à Atlanta, la plupart de ce genre de tragédies se produisent après minuit. Mais là, on est au cœur de l'été, tout le monde est à la maison ou bien dehors. Et cet homicide est commis à 11 h du matin, au beau milieu de la semaine, un mercredi. 11 h, tout le monde se balade. Il y a plein de gens dans la rue. On se dit que c'est très bien, qu'on va avoir plein de témoins, que ça va pas rester un mystère. Dans ces quartiers-là, généralement, les gens ne veulent pas parler. Il fallait que je les fasse parler. J'avais besoin d'eux. La plupart des gens dans beaucoup de quartiers ne veulent pas parler aux forces de l'ordre, même si c'est pour les aider à résoudre un crime. J.D. Stevens essaie de trouver des témoins et des indices à l'extérieur, tandis que Nicole Redlinger examine la scène de crime à l'intérieur. En face de moi, il y avait le corps de la victime. Anaïja Relax, 9 ans. Elle était effondrée sur son ordinateur, le visage sur l'ordinateur. Entrer sur ce type de scène de crime, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. C'est quelque chose qu'on voudrait ne jamais voir. Quelque chose auquel on ne se fait jamais. On s'efforce de ne pas se laisser aller à l'émotion quand on fait ce travail. On ne peut pas, on doit garder la tête froide. Mais c'est très dur de voir une enfant qui symbolise le début de la vie, une enfant qui avait la vie devant elle, de la voir morte. J'ai vu qu'elle avait été inscrite au tableau d'honneur de son école, parce qu'elle avait eu de très bonnes notes. C'était une fillette qui ne faisait rien de mal. Il y a un trou dans la vitre qui, bien entendu, a été fait par la balle qu'Anaïja a reçue dans la tête. Il fallait immédiatement qu'on détermine si c'était quelqu'un dans l'appartement qui était visé. On s'est donc intéressé tout d'abord aux membres de la famille avant de continuer notre travail dehors. Anaïja habite avec sa mère et son grand-père. Sa mère était à son travail quand la fillette a été tuée. J'ai tout d'abord parlé à son grand-père, qui se trouvait dans une pièce au bout du couloir. Il m'a expliqué qu'il avait entendu un coup de feu. Dans certains quartiers, lorsqu'on entend ce qui ressemble à des coups de feu, on se dit que c'est des feux d'artifice. Mais dans d'autres quartiers, quand on entend des coups de feu, on sait tout de suite qu'il faut se baisser, s'assurer que tout le monde est à terre et faire en sorte que les enfants soient en sécurité, abrités derrière quelque chose qui les protège des balles. Parce qu'on sait exactement de quoi ils retournent. C'est pas un exercice, on sait quoi faire. Et visiblement, le grand-père savait exactement quoi faire. Dès qu'il a entendu ces coups de feu,
Il est tout de suite monté pour s'assurer qu'Anaïja avait fait ce qu'il fallait, parce que malheureusement, elle n'était pas avec lui où il aurait pu la protéger. Ce qui est vraiment très triste dans cette affaire aussi, c'est ce grand-père. Je n'ose pas imaginer ce qu'il a dû ressentir quand il a découvert que sa petite-fille avait été tuée et... sans raison. C'est l'été, vous passez du temps avec vos petits-enfants. La dernière chose qui vous traverse l'esprit, c'est que votre petite-fille va être tuée. Mais lorsqu'il a appelé Anaïja, il n'a obtenu aucune réponse. Et je suis obligée de lui demander s'il y a quelqu'un dans la famille qui consomme ou vend de la drogue. Si quelqu'un a commis un vol, si quelqu'un a trompé quelqu'un d'autre. C'était terrible de devoir lui poser ces questions-là. Mais il faut qu'on découvre pourquoi quelqu'un a tué cet enfant de 9 ans. Était-ce voulu? Ou était-ce un accident tragique? Il est comme tout le monde. Qui aurait pu imaginer à 11 h du matin, un mercredi, en plein été, alors qu'il y a des gens partout dans la rue, que sa petite fille était en danger devant son ordinateur? Pendant ce temps, à l'extérieur, les enquêteurs découvrent des indices importants. On a trouvé les douilles de 11 balles apparemment tirées avec un 9 mm. Tirer sur quelqu'un 11 fois, c'est signe d'une grande colère, d'une grande détermination. Ça signifie qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas peur de tuer. Fort heureusement pour les enquêteurs, de nombreux témoins sont tout à fait disposés à parler. Ils étaient indignés, bouleversés. Ils faisaient tout leur possible pour venir en aide à cette famille. Ça aurait pu être leur fille, une enfant de leur famille. Ils voulaient que cette affaire soit résolue. Et tous donnent la même version des faits aux enquêteurs de la criminelle. D'après les témoignages, une Chevrolet Monte Carlo noire est arrivée devant l'immeuble. Un homme est venu vers le conducteur. Une dispute a éclaté. Le conducteur s'est penché et a essayé d'attraper l'homme qui se tenait dehors. Ce dernier s'est mis à courir vers le bâtiment d'Anaïja. D'après les témoins, quelqu'un dans la voiture a alors commencé à tirer. C'est à ce moment-là qu'une des balles a traversé la fenêtre d'Anaïja. 11 balles ont été tirées. On a trouvé 11 douilles. Une balle est entrée dans cette chambre. Une balle sur 11. Soit le type vise très mal, soit c'est une balle perdue qui a traversé sa fenêtre. Désormais, la priorité de la police d'Atlanta est de localiser cette Chevrolet Monte Carlo noire. C'était une 3 portes avec des plaques d'immatriculation rouges. Alors on envoie la description du véhicule à toutes les patrouilles. D'après les témoins, les hommes portaient des casquettes de baseball et le passager était un peu enfoncé dans son siège. Malheureusement, aucun des témoins n'a reconnu les occupants de la voiture, ni leur cible. Ils n'ont pas été capables de fournir une bonne description du tireur. Les enquêteurs ne savaient donc pas vraiment à quoi il ressemblait, ni ce qu'il portait. Tandis que la police d'Atlanta est à la recherche de la Chevrolet Monte Carlo, la nouvelle de la mort d'Anaïja se répand dans le quartier. C'était affreux. Je ne veux plus jamais avoir à revivre ça. Aujourd'hui encore, je cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi il a fallu que ça arrive. C'était une jolie petite fille avec de beaux cheveux. Elle adorait jouer quand elle était dehors. Elle adorait le coloriage. Elle souriait tout le temps. Elle souriait et elle aimait ce qu'on faisait en classe. Elle voulait toujours participer et faisait toujours ce qu'on lui demandait de faire. C'était une très bonne élève. Je me rappelle quand j'ai entendu son nom aux informations. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais connu cette situation. Jamais entendu le nom d'une de mes élèves aux informations parce qu'elle avait été tuée. Au moment où les enquêteurs terminent d'interroger les témoins, ils reçoivent un appel. La Monte Carlo noire a été localisée et immobilisée. J'y suis allée tout de suite en me disant « Waouh, je vais pouvoir arrêter ces types, les jeter en prison et boucler cette affaire en 1 heure. »
Je suis absolument certaine que je vais trouver des hommes noirs avec des casquettes de baseball. Mais au volant de la Monte-Carlo, il y a une jeune femme, une certaine Margot Bill. Mais quand ils l'interrogent, elle leur dit qu'elle n'était pas dans ce quartier et qu'elle va juste acheter des médicaments. On était tous dépités. De toute évidence, c'était une impasse. Au cours de la semaine qui suit, les enquêteurs de la criminelle vont continuer de chercher des voitures correspondant à la description et d'explorer des centaines d'autres pistes. C'est très dur, en particulier pour les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire, parce qu'ils savent qu'au bout d'un certain temps, ils auront épuisé toutes les pistes. Et donc, ce qu'il se passe dans cette affaire, comme dans toutes les autres, c'est qu'on ne dort plus. On n'arrête plus jusqu'à ce que cette personne soit appréhendée. Comme on n'a aucun élément, pas même un mobile, on met en place un numéro spécial. Et les appels affluent. Et les habitants n'ont pas réagi comme dans la plupart de nos affaires de meurtre. Le plus souvent, les gens ne disent rien. Ils ne veulent pas s'en mêler, ils ne veulent pas être vus en train de parler à la police. Mais dans cette affaire, je crois que les gens étaient vraiment révoltés qu'une enfant ait été tuée. Les policiers vérifient toutes les informations qu'ils obtiennent, mais aucune ne fait progresser l'enquête. Toutes les victimes comptent. Peu importe qui elles sont, on va se donner à fond. Mais dans cette affaire en particulier, elle compte encore plus, parce qu'elle avait 9 ans. Elle était innocente, elle ne faisait rien de mal, elle était chez elle. Je me demande toujours ce qui m'a échappé, ce que je peux faire de plus. On se pose plein de questions et on réfléchit à différents angles. Je n'avais pas de vidéo, pas de nouveaux témoins qui puissent me donner des noms. C'était comme si ces deux types s'étaient volatilisés. Une semaine s'est écoulée depuis qu'Anaïja Rollax, 9 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre, victime d'une balle perdue, tirée au cours d'une fusillade dans un quartier miné par le trafic de drogue. She was a smart little girl whose life and future died that day. Jusque-là, l'enquête menée par la brigade criminelle d'Atlanta n'a pas progressé. Mais soudain, tout change. On reçoit un appel d'un policier de la zone 4, l'officier Chamblis, qui nous dit « J'ai un informateur, il est vraiment fiable et il veut vous rencontrer ». Ce qui a fait le plus avancer l'enquête, ce sont des informations qui nous ont été données par quelqu'un du quartier. Quelqu'un qui avait une bonne relation avec un policier. L'officier Chamblis faisait des rondes dans le quartier. Il était sur le terrain. Le policier organise une réunion avec l'informateur, un jeune homme répondant au nom de TJ. Il s'est manifesté parce que c'était une fillette qui avait été tuée. Il n'a pas pu le supporter, il fallait qu'il parle. TJ dit connaître les tueurs. Il pense que son cousin, Jason Hardis, et un certain Carl Wilson sont impliqués dans cet homicide. Jason Hardis l'a appelé pour lui dire qu'il essayait de quitter la ville. Et il lui a également dit qu'il avait fait une grosse erreur et tué une petite fille. TJ affirme qu'ils étaient dans le quartier pour braquer un dealer qui effectuait justement une vente au pied de l'immeuble d'Anaïja. Les deux hommes ont appelé le dealer qui a tout de suite flairé les ennuis et pris la fuite. Quand il s'enfuit, Jason Hardis se penche hors de la voiture et tire plusieurs fois. Le dealer se dirige vers le bâtiment C, vers le passage couvert de ce bâtiment, juste à côté de l'endroit où Anaïja était assise à son ordinateur. Tandis qu'il se lance à sa poursuite, Jason continue de tirer. Le tireur mitraille dans sa direction. Et c'est là qu'une des balles a traversé la fenêtre d'Anaïja. Et TJ leur donne une autre information cruciale. TJ ajoute ensuite que le matin de la fusillade, Jason utilisait la Monte-Carlo de sa petite amie. Et elle s'appelle, d'après lui, Margot Bill. C'est la conductrice que les policiers ont arrêtée le matin où Anaïja a été tuée. Cette information n'avait pas été divulguée par les médias, ni diffusée dans les journaux télévisés pour essayer d'obtenir des renseignements. Personne n'avait cette information en dehors de la police d'Atlanta. J'ai appelé la criminelle de la Nouvelle-Orléans. Un des inspecteurs m'a dit qu'il avait un mandat d'arrêt pour meurtre contre lui. À ce moment-là, j'ai su qu'on avait affaire à quelqu'un capable de tuer. J'avais un nom. Je n'en avais pas jusque-là. J'avais une adresse maintenant. J'étais très satisfaite. On s'est assuré que l'adresse était bonne. Notre groupe d'intervention s'est immédiatement rendu sur place et a cerné la maison.
Nos hommes sont parvenus à entrer sans qu'il y ait de blessés et on a arrêté Jason Hardis. Ils sont entrés, ont fouillé la maison. Ils ont trouvé 2 fusils et un gilet pare-balles, mais pas de 9 mm. On voudrait avoir l'arme du crime pour bétonner notre dossier. Mais c'est pas Hollywood. En général, ça n'arrive pas. Plus tard dans la journée, le groupe d'intervention localise Carl Wilson. On a également pu le placer en garde à vue. Il se trouvait chez sa grand-mère. Les 2 hommes sont interrogés séparément. Nicole Redlinger commence par Jason Hardis, 29 ans. Quand j'ai commencé à interroger Jason Hardis, je savais déjà à quoi m'en tenir. C'était pas le genre de type qui allait parler. Il avait l'habitude. Il savait que donner des informations à la police, ce ne serait pas bon pour lui. Il le savait, c'est certain. We're just trying to get answers to the story. And the bottom line is he's the weed guy who was getting robbed that day. And, you know, I don't know if this guy had a gun or not. Who knows? Something went wrong. We have reason to believe that you were involved. But today is your day. It's your opportunity to go ahead and get it out and tell your side of the story. If it was an accident, it's a whole lot better. And the little girl accidentally got killed. Hate to cut you off right there. Il ne voulait pas établir de lien avec moi, il refusait le dialogue. C'est un criminel professionnel, il connaît bien le système. Il sait bien qu'il ne doit rien nous dire. I told my side of the story. Now I need to call it love. I don't know. You tell me. Le lendemain, l'inspectrice interroge Carl Wilson qui n'a que 19 ans. Il était un peu plus jeune. Il n'avait pas un casier judiciaire aussi lourd que celui de Jason. Je savais que ça allait être le maillon faible. C'est lui que je devais faire craquer. C'était ma stratégie. What do you think I want to speak with you about today? You tell. I'm going to be real honest with you, okay? Because we don't have a lot of time to waste. We really don't. We've been working this very hard for the last few days. The 2 of you were in a car together. Pour éviter de tourner autour du pot et bien lui faire comprendre qu'il était dans son intérêt de me dire ce qu'il s'était passé, j'ai bluffé. J'ai menti et je lui ai dit que Jason l'avait dénoncé. You can help yourself because let me tell you, he doesn't give a about you, and he's putting the gun in your hand. And if I were you, I'd rather be a witness and say, yeah, he's the one that pulled the trigger. Today is your opportunity. I didn't see him though. I don't know if he's been around the man. So if we going to rob the man, we did not talk about it, all right? We did not say nothing about going to rob this man. Yeah, you did, because let me tell you, 10 witnesses saw the 2 of you in the car together, so that's and I really don't have time. All right, man, but look, I didn't drive, that's the point. They said I don't care if but you drove or you were the passenger. I understand what If you you don't said. tell me what happened, you're both getting the same charge. Le coup de bluff fonctionne. Carl Wilson passe aux aveux. Il confirme les dires de l'informateur. Jason Hardis et lui sont arrivés au pied de l'immeuble et ont repéré leur cible. He says you had the gun. Somebody shot, so it was either you or him. Who was it? Okay, so are you saying he's the one that shot the gun? Did you? You were sitting right next to him. Yes. Ils étaient tous les 2 responsables de la mort d'Anaïja Rolax. C'est pendant qu'ils se livraient à leur activité criminelle que la fillette est morte. Bien qu'il affirme qu'il ne faisait que conduire, Carl Wilson est inculpé pour meurtre, tout comme Jason Hardis. Lorsque vous êtes complice d'un crime, lorsque vous aidez quelqu'un à commettre un crime, la loi considère que vous êtes coupable au même titre que l'auteur du crime. Ils ont tiré comme des fous. En plein jour. Ça devrait réveiller les consciences, la mort de cette fillette. Il faut qu'on lutte contre la violence liée aux armes à feu. Au procès, l'avocat de Carl Wilson insiste sur le fait que son client n'avait aucune idée qu'il allait prendre part à un crime et qu'il s'est montré très coopératif avec la police. Les jurés sont d'accord et il est acquitté de toutes les charges qui pèsent contre lui. Avec l'ensemble des témoignages contre lui, Jason Hardis est reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Parfois, dans ce genre d'affaires, on ne peut pas faire condamner tout le monde. Certains suspects doivent jouer le rôle de témoins. C'est ainsi que fonctionne notre système judiciaire. Mais pour les enquêteurs, cette victoire a un goût amer. Car c'est une enfant de plus qui a perdu la vie. C'est une famille de plus qui a été détruite à cause de la violence liée aux armes à feu qui gangrènent Atlanta.
À la brigade criminelle, c'est notre cheval de bataille. On veut que les gens comprennent dans quelles conditions les enfants grandissent dans les quartiers défavorisés. Malheureusement, en Géorgie, chaque semaine en moyenne, un enfant est tué par balle. Un fléau contre lequel la brigade criminelle d'Atlanta doit lutter en permanence. J'ai toujours eu envie de crier très fort et d'être la porte-parole de ces enfants, parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau. On a reçu cet appel alors que j'étais en route vers le bureau. J'ai donc changé d'itinéraire et je me suis tout de suite rendue sur place. La scène de crime est un nouveau lotissement qui s'appelle Benton Park. Benton Park est un lotissement en construction. Il était en chantier et les maisons allaient sans doute se vendre aux alentours de 400 000 $. Mais pour l'heure, c'est une macabre découverte qui vient d'être faite dans ce nouveau quartier recherché. Quand les ouvriers sont arrivés sur le chantier, dès que le soleil a commencé à se lever, peu après, ils ont vu le corps sans vie d'un garçon allongé au milieu de la rue. La victime est au beau milieu de la rue et présente une blessure par balle à la tête. J'ai des enfants adolescents. Je coach l'équipe de football du lycée. Ils ressemblent à mes joueurs. Je me dis, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à abattre ce jeune homme? Je commence par me demander qui est la victime. On fouille ses poches pour voir s'il n'a pas de papier. On regarde s'il n'a pas un tatouage qui nous permette de l'identifier. Mais le jeune homme ne porte aucun document d'identité. Alors les enquêteurs se tournent vers les ouvriers présents sur place. On leur demande s'ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Ils nous disent que non, mais que le gardien de l'immeuble voisin a dû partir vers minuit. On sait donc maintenant qu'il a été tué entre minuit et 7 heures du matin. Il nous reste à réduire cet intervalle et à préciser quand cela s'est produit. Les ouvriers nous ont parlé d'un chemin qui allait du chantier à un immeuble d'habitation. Certains gamins prenaient ce raccourci pour aller à l'école. Je me suis donc demandé si notre victime avait emprunté ce chemin. Pendant que l'inspectrice Redinger parlait aux ouvriers, j'ai commencé à explorer ce chemin à la recherche d'indices. J'ai examiné très attentivement tout le chemin à la recherche de l'arme. Je suis allé jusqu'à l'immeuble d'habitation, puis je suis revenu sur mes pas, pour voir si je trouvais quoi que ce soit. Mais il n'y a pas le moindre indice. Pendant que le médecin légiste examine le corps, l'équipe commence à passer la scène de crime au peigne fin. On n'a trouvé aucune arme de poing, aucune douille, rien qui aurait pu appartenir à la victime. On n'a trouvé aucun indice. Personne n'a rien vu, rien entendu. On ne dispose d'aucun élément. On ne sait même pas qui est la victime. Mais une heure à peine après le début de l'enquête, ils obtiennent soudain une réponse à cette question. Tandis que j'examinais la scène de crime, un inconnu est venu vers moi. Excuse me. Yeah, can I help you? Il pouvait voir le corps. I know who that kid is. La police d'Atlanta enquête sur le meurtre d'un adolescent non identifié dont le corps a été retrouvé sur un chantier de construction. Une heure après le début de l'enquête, l'identité de la victime est établie. L'homme reconnaît la victime. Il s'agit d'un garçon de 15 ans qui s'appelle Sean Poe. Il le connaissait du chemin qu'il prenait avec ses enfants, avant et après l'école, car Sean Poe passait aussi par là. L'homme accepte d'accompagner les enquêteurs chez Sean Poe. On doit demander à la famille d'identifier le corps. C'est sans doute l'une des choses les plus dures qu'on ait à faire à la criminelle. C'est très difficile, mais il faut se montrer fort et faire en sorte que la famille ait confiance en la police. Il faut leur assurer qu'on va tout faire pour rendre justice à leurs proches. J'ai crié. Je n'arrivais pas à y croire. Et le père de mon petit dernier était avec moi. Je n'arrêtais pas de le supplier d'aller voir. Va voir, je t'en supplie, et dis-moi que mon bébé n'est pas mort. Je t'en supplie.
Je comprenais très bien, en tant que mère, à quel point il lui était difficile d'essayer de se calmer et de parler à un policier. C'est la dernière chose que vous avez envie de faire. L'inspectrice Redlinger apprend que Sean a grandi entre Atlanta et New York où son père habite. Mais un an environ avant sa mort, il s'est installé à Atlanta de façon permanente. Il s'était attiré des ennuis à New York en fréquentant les mauvaises personnes. Sean était toujours dans mes jupes. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne pouvais aller nulle part sans lui. Je devais ruser. Si je voulais monter dans ma voiture sans qu'il me suive, il fallait que je parte en douce. Sinon, il sautait à l'intérieur par la fenêtre comme dans les films, en surgissant de nulle part. Il venait dans ma chambre tous les matins pour me dire bonjour. Avant de se préparer pour aller à l'école, il venait dans ma chambre tous les matins. À Atlanta, Sean partage son temps entre sa maison et le terrain de basket. C'était son sport, et il y jouait tous les jours, jusqu'au dernier jour. Il n'y a pas un jour où il n'y jouait pas. C'était un enfant plein d'énergie. Il adorait jouer à cache-cache. Il aimait bien accuser les autres quand il avait fait une bêtise. Et quand il se mettait à pleurer, on savait qu'il avait menti. Mais passer de New York à Atlanta n'est pas facile pour Sean qui vient d'entrer au lycée. Il essayait vraiment de s'intégrer, vous savez. Et c'est facile pour aucun adolescent. Nicole Redlinger demande où se trouvait Sean au cours des heures précédant le meurtre. Il fallait que je sache pourquoi il n'était pas chez lui. Sean avait prévu d'aller passer la nuit chez un copain du lycée. Il était sorti 1 ou 2 fois. Il était parti et revenu comme n'importe quel jour. Je me rappelle être sorti de ma chambre. Il devait être... peut-être 20h, 21h. Il n'était pas très tard. Il était assez tôt. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Sean est parti chez son ami Colin James. Il faut qu'on sache qui a pu vouloir le tuer. Il faut qu'on sache si, malheureusement, il n'aurait pas eu de mauvaise fréquentation. Voilà toutes les questions qu'on se pose. Quelques minutes plus tard, Nicole Redlinger arrive chez la mère de Colin. Je lui ai dit que la mère de Sean Poe m'avait dit qu'il devait passer la nuit chez Colin la veille. Mais sa réponse n'est pas celle à laquelle l'inspectrice s'attendait. No, he wasn't here with us. Why would she think he stayed here? Colin James et sa mère me regardent comme si j'étais dingue. Il me dit qu'il ne sait pas de quoi je parle. Ils me disent qu'il n'a pas dormi chez eux. Donc, l'affaire se corse. Mais le lendemain, elle reçoit un appel inattendu de Colin James. Il voulait me rencontrer parce que la première fois qu'on s'était vus, sa mère était là et il n'était pas à l'aise. Il voulait me dire la vérité. Colin James veut bien rencontrer l'inspectrice Redlinger, mais uniquement quelque part où il ne sera pas susceptible d'être vu par quelqu'un qui le connaît. Donc cet informateur choisit un parking dans un autre comté, très loin de la ville d'Atlanta. Pour être franc, il y a des gens qui ont peur de la police, ou plutôt qui ont peur de parler à la police et ne veulent pas passer pour des balances. Colin explique à Nicole que Sean était le petit nouveau dans le quartier et qu'à cause de ça, certains s'en prenaient à lui et le tyrannisaient. Je sais que beaucoup se moquaient de son accent et l'appelaient New York. Il avait grandi dans un foyer jamaïcain. Il était né à New York, mais toute la famille du côté de son père venait de la Jamaïque. Alors il parlait couramment ce qu'ils appellent le patois. Et quand il parlait anglais, son anglais était très mauvais. Alors les autres se moquaient beaucoup de son accent, ce qui ne lui plaisait pas. Vous voyez. L'inspectrice Redlinger apprend l'existence d'un conflit qui dépasse de loin le harcèlement entre adolescents. Il s'est avéré que Sean Poe avait des problèmes avec un gars plus âgé du quartier qui se faisait appeler Black. Colin explique que les problèmes ont commencé par un accrochage sur le terrain de basket.
mais il ignore le véritable nom de Black. Et il ne sait pas non plus où il habite. À Atlanta, tout le monde a un surnom. Et celui-là est très courant. C'est tellement courant à Atlanta qu'on n'y fait même plus attention. Très franchement, on aurait été sidérés si quelqu'un avait été capable de nous donner son nom et son prénom, et si c'était une affaire où il n'y avait pas de suspect qui porte un surnom. J'allais devoir aller sur le terrain, dans le quartier où les gens ne veulent dénoncer personne. Et j'allais devoir les faire parler. Pendant ce temps, l'inspecteur Stevens interroge les jeunes sur le terrain de basket préféré de Sean. Quand vous avez entre 15 et 19 ans, les gens que vous fréquentez vous connaissent mieux que votre propre famille, parce que vous passez la majeure partie de votre temps avec eux. Vous risquez aussi d'être influencé par de mauvaises personnes. Les amis de Sean donnent à l'inspecteur des informations très utiles sur la journée qui a précédé le meurtre. Sean Poe, Black et les autres sont sur le terrain de basket. Ils sont en train de jouer. Et il lui révèle un élément stupéfiant. Sa famille lui a fait quitter New York, afin qu'il ne sombre pas dans la criminalité. Et il a quand même trouvé le moyen de se procurer une arme à feu. La raison pour laquelle Sean Poe voulait cette arme, c'était qu'il était harcelé, tyrannisé. Et aucun homme n'a envie de subir ça. Black prend l'arme, se dirige vers des buissons, met une balle et tire dans le sol. Il se retourne et dit « J'aime bien ce flingue, tu me le prêtes ?» Tout le monde veut se mettre bien avec le harceleur pour ne pas être harcelé. Et on se demande comment cet ado a pu se procurer une arme. Plus tard dans la journée, les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie. Il a été estimé qu'il était mort quelque part entre 2h et 7h du matin. C'était un peu plus précis, mais j'ai toujours un intervalle de 5 heures. L'autopsie révèle que Sean Poe a reçu une balle dans la tête et dans la poitrine. Il suffit de regarder les blessures de la victime pour comprendre que le tueur était bien décidé à le tuer. Ce n'était ni une erreur ni un accident. Il a été tué avec une arme de très gros calibre. Ce n'est pas courant. Donc le seul type d'arme que ça peut être, bien sûr c'est un revolver puisqu'il n'y a pas de douille, et sans doute un calibre 44, quelque chose de puissant. Le rapport du médecin légiste fait également état de blessures sur les mains et le visage de Sean. J'ai donc maintenant la certitude qu'il a essayé de se défendre ou qu'ils se sont bagarrés. Retrouver Black est désormais la priorité des enquêteurs. Mais ils n'ont toujours pas la moindre idée de sa véritable identité. On ne peut pas entrer dans le fichier des permis de conduire, par exemple, et chercher Black ou Slim ou Shorty ou ce genre de surnom. La seule autre façon de s'y prendre, c'est à l'ancienne. En allant sur le terrain, en frappant aux portes. L'inspectrice commence par l'immeuble d'habitation près du terrain de basket sur lequel Sean et Black ont été vus pour la dernière fois. Quand on trouve un témoin qui a des informations, ça nous mène à quelqu'un d'autre qui sait peut-être quelque chose d'autre. Et puis, 2 portes plus loin, on tombe sur quelqu'un qui nous envoie vers un autre endroit ou un autre témoin. Et puis, ce travail de terrain finit par porter ses fruits. Sean Poe et le dénommé Black avaient été vus à la station essence du coin, vers 2h du matin. Sachant que d'après le rapport d'autopsie, Poe a été tué après 2h du matin, Reindlinger envoie Stevens à la station-service sur le champ. Je sais qu'il y a des caméras là-bas. J'espère que les images seront de très bonne qualité et que je pourrai voir ces 2 individus ensemble. Si j'obtiens des images de Black et que je les fais diffuser à la télé, quelqu'un pourra peut-être l'identifier. Les enquêteurs sont à la recherche d'un élément qui pourrait s'avérer déterminant pour l'enquête. Les images de vidéosurveillance d'une station-service. On est super content. On se dit qu'on est sur le point de connaître la véritable identité de Black. Cette vidéo était très importante pour moi, parce que j'allais voir le tueur et la victime à 2h du matin. On regarde la vidéo et la qualité est épouvantable. On n'arrive pas à savoir qui est qui. Ne pas pouvoir utiliser ces images a été une très grande déception. Mais au moment où l'enquête semble être au point mort,
la police reçoit l'appel d'une jeune femme qui habite l'immeuble près du terrain de basket. Elle s'appelle Lisa et elle dit à l'inspectrice Redlinger qu'elle a des informations concernant le meurtre de Sean Poe. Lisa s'est liée d'amitié avec Sean et Black sur le terrain de basket. Et elle a des informations importantes sur la nuit du meurtre. Elle nous dit que Sean Poe est venu chez elle vers 21h. Et Sean lui aurait raconté une histoire très différente de la version que ses amis du terrain de basket ont donnée aux enquêteurs. Black ne lui aurait pas emprunté son arme, il la lui aurait volée. Il lui a parlé de Black. Il lui a dit qu'il était contrarié parce qu'il lui avait pris son arme. Quand on fréquente les mauvaises personnes, il n'y a qu'une chose à faire si quelqu'un vous prend quelque chose, c'est le récupérer. Sean s'en va. Mais vers 21h30, elle a une autre visite. Cette fois, il s'agit de Black. Elle dit à Black que Sean est contrarié parce qu'il lui a pris son arme. En gros, Black dit à tout le monde « J'ai pas peur de Sean, j'ai son flingue maintenant. Je suis prêt à le tuer s'il le faut. » On connaît maintenant le mobile. Sean Poe veut récupérer son arme et Black n'a pas l'intention de la lui rendre. Donc on sait qu'ils vont se croiser. Toutes les informations que Lisa a données à l'inspectrice Redlinger sont importantes. Mais celle dont on a le plus besoin dans cette affaire, c'est le véritable nom de Black. D'après Lisa, Black s'appelle Quentin Cooks. On sait maintenant qui on recherche et on peut mettre un visage sur ce nom. La brigade criminelle découvre rapidement qu'à seulement 19 ans, Cooks a déjà un lourd casier judiciaire. Il a déjà été condamné, notamment pour vol avec voie de fait. Je me rends immédiatement à son domicile. Il faut que je sache où il se trouvait. Je veux entendre sa version des faits. C'est sa mère qui m'ouvre. Quentin Cooks est là. Elle nous fait entrer. Je vois bien que notre présence le rend nerveux. Il savait qu'on avait déjà pas mal d'informations et qu'il était obligé de reconnaître. Oui, je connais Sean Poe. Je suis au courant pour l'arme. J'ai vu cette arme au terrain de basket. Mais Cooks n'en dira pas plus. Il reconnaît qu'il était avec Sean et qu'il a vu l'arme, mais il affirme que c'est la dernière fois qu'il a vu Sean, qu'il ne sait rien d'autre, et surtout qu'il ne sait rien sur le meurtre. Il a également un solide alibi. Elle nous dit « Je sais pas de quoi vous parlez, il était ici et il est rentré vers 21h. Puis il est allé se coucher et il n'est pas sorti de la nuit. » Lisa nous avait assuré que Quentin Cooks était chez elle aux alentours de 21h, le soir du meurtre. Mais avec un alibi confirmé par sa mère et sans preuve matérielle, les enquêteurs ne peuvent rien faire de plus. Je n'ai pas de motif raisonnable pour placer Quentin Cooks en garde à vue. Mais le lendemain, un appel téléphonique change la donne. La mère de Quentin Cooks, Jackie Cooks, m'appelle, de son propre chef. Et elle me dit qu'elle a de nouvelles informations. Elle nous explique que les informations qu'elle nous a données lorsqu'on est passé chez elle ne sont pas exactes à 100%. Elle nous avait dit qu'il était rentré vers 21h. Mais en réalité, il était rentré à 2 heures passées. Et une fois à la maison, il avait retiré tous ses vêtements et les avait mis dans un sac comme s'il allait jeter tout ce qu'il portait. Il fallait qu'elle nous dise la vérité. Mais en même temps, elle souffrait de devoir trahir ou dénoncer son fils. Qui a envie de servir son propre fils sur un plateau à la police? Maintenant que son alibi a été démenti par sa propre mère, les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt contre Quentin Cooks. 2 jours plus tard, ils le localisent chez un membre de la famille à Albany en Géorgie. J'avais une idée de la stratégie que j'allais utiliser avec lui. J'allais lui donner une porte de secours. Cooks dit aux enquêteurs qu'il a croisé Sean à la station-service ce soir-là, comme l'avait affirmé un témoin. Cooks reconnaît désormais qu'il avait l'arme. Mais selon lui, Sean ne paraissait pas être en colère. D'après Cooks, afin que personne ne voie l'arme,
Shaun lui aurait demandé de le suivre depuis la station-service jusqu'au chemin qui menait au chantier de construction. Le même chemin que les enquêteurs avaient exploré à la recherche d'indices. La meilleure chose à faire dans ce type d'interrogatoire, c'est de laisser parler le suspect, de le laisser donner sa version des faits, de le laisser parler autant qu'il le souhaite. C'est pas le moment de discuter ni de le mettre au pied du mur. Plus il parle, plus il est flagrant qu'il ment. Quentin nous raconte que les 2 coups sont partis tout seuls. Ceux qui connaissent les armes savent qu'avec un revolver, le coup ne part jamais seul. Vous pouvez mettre un revolver par terre et donner un grand coup de pied dedans, le coup ne partira jamais tout seul. Bien qu'il ait donc fallu qu'il appuie délibérément sur la détente, Cooks prétend qu'il a tué Shaun accidentellement. Il a reconnu qu'il avait tiré sur Shaun Poe. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le reste de son histoire, c'était pas important. Au cours de cette enquête, on n'a jamais pu retrouver le Magnum calibre 44. Cooks reconnaîtra plus tard qu'il a vendu l'arme. Mais il n'a jamais voulu ou pu donner le nom de la personne qui l'avait acheté. Les enquêteurs découvrent également que l'arme que Shaun s'était procurée appartenait à l'oncle d'un ami. Il avait pris cette arme à son oncle sans que ce dernier le sache. Je pense que c'est tout à fait courant dans cette tranche d'âge. La différence entre les jeunes des quartiers déshérités et ceux des banlieues résidentielles, c'est que dans les quartiers défavorisés, ils ont davantage accès à des armes et sont plus confrontés à la violence. Shaun Poe cherchait à se faire respecter et il pensait y être parvenu en se procurant cette arme. Il voulait s'intégrer, faire partie d'un groupe. Mais Black lui a pris son arme et a refusé de la lui rendre. Ça s'est retourné contre lui. C'était comme une bagarre de cour d'école qui aurait dégénéré. Le problème, c'est que ce n'était pas simplement un échange de coups de poing avec tout le monde autour qui observe 2 gamins qui se battent. Là, il y a eu un mort. À 19 ans, Quentin Cooks est reconnu coupable et condamné à la prison à vie pour le meurtre de Shaun Poe, 15 ans. En tant que procureur, je vois ça sans arrêt. Comment est-ce qu'on peut voir ça se produire tout le temps sans dire « Hey, il faut mettre en place un contrôle des armes. Des gens meurent. Pas que des gens, des ados aussi. Ils meurent. » Dans les affaires d'homicide, je vois très souvent de jeunes hommes qui s'entretuent. Mais pourquoi ont-ils des armes pour commencer? Pourquoi? Parce qu'on les y autorise. Pourquoi en ont-ils besoin? Tout ce qu'on réussit à faire, c'est leur permettre de continuer à s'entretuer. Ce sont des garçons très jeunes, dont l'esprit se forme encore et qu'on peut éduquer. C'est complètement dingue. Ils s'entretuent pour rien du tout. Nos prisons sont pleines de jeunes garçons qui ont fait l'erreur d'appuyer sur la détente sans raison. Sans raison. À chaque fois que je remporte un procès pour meurtre, à chaque fois il n'y a que des larmes, que des pleurs, que des familles détruites. J'aimerais rendre son bébé à cette maman. Et je ne peux pas. Alors on porte toujours cette douleur en nous. Et quand on aura compris que ce n'est pas simplement une personne qui en tue une autre, mais que ce sont des familles entières qui sont détruites, à ce moment-là, je pense qu'on prendra des mesures pour que ça change.